Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Fujifilm GX100C, voilà, qui est un appareil moyen format. Et si je décide de vous en parler, c'est parce que cet appareil, même s'il a un prix assez élevé, je pense qu'il peut être intéressant au vu de la norme actuelle, parce que c'est que maintenant les appareils photo coûtent de plus en plus cher, et je pense que celui-là peut être un très bonne alternative pour les gens qui sont plus axés photo que vidéo. Par exemple, au lieu d'acheter un Canon R5, je pense que ça peut être un bon alternatif. Alors déjà, on va commencer par sa grande force. Donc, c'est son capteur qui est un capteur de 102 mégapixels et il a un capteur si énorme parce que c'est un moyen format. Donc, le moyen format, en fait, c'est un capteur qui est plus grand que le plein format, ce qui permet justement de mettre plus de pixels tout en gardant un minimum de luminosité. Donc, c'est pour ça que c'est un type de boîtier intéressant. Voilà ça. Donc, c'est pour ça que c'est un type de capteur intéressant pour faire vraiment des très grandes photos et notamment pour faire du tirage. C'est le genre d'appareil photo voilà, qu'il faut privilégier pour si vous voulez pas en faire des publicités. Si par exemple justement vous voulez faire des publicités, des posters géants, voilà, des affiches, c'est vraiment le type d'appareil, ou même pour votre propre décoration chez vous, si vous voulez faire des cadres, voilà. Donc c'est sûr que de base c'est plus fait on va dire pour certains types de professionnels, mais je pense que ça peut être utilisable par tout photographe déjà pro, parce que on va dire ça peut permettre de proposer un service en plus, donc faire des tirages géants, même si c'est vrai que pas forcément tous les clients sont intéressés, mais je pense que c'est une option en plus, et même pour son propre plaisir, ça peut faire des plus belles photos, donc voilà, donc c'est pour ça que quand on est photographe, le moyen format, c'est un peu, on va dire, l'appareil ultime, voilà, c'est le capteur ultime. Et c'est pour ça que celui-là est quand même accessible. Parce que même s'il coûte une certaine somme, donc voilà, il coûte 6 000 euros, donc c'est sûr que c'est un certain prix, mais c'est le moins cher des moyens formats avec un capteur aussi énorme parce que son prédécesseur coûtait plus de 10 000 euros. Donc là, 6 000 euros, c'est sûr, ça reste une grande somme, mais ça fait 4 000 euros en moins et pour moi, ça reste quand même accessible. Et on peut faire de très grandes choses avec. En plus, il est léger, il fait que 900 grammes, donc ce qui est bien, c'est qu'on pourra le mettre sur tout type de trépied et même sur un Ronin SC par exemple. Donc ça, c'est très bien si par exemple vous voulez faire de la vidéo avec. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un Ronin S, donc ça, c'est pour moi une très bonne chose. Ensuite, en connectique, il a tout le classique, donc le prise casque, micro, USB-C, du SDUHS2. Voilà, il a deux ports ça, mais ça aurait été mieux du CF Express, je pense, pour un appareil comme ça. J'y reviendrai après pourquoi. Donc voilà, on va dire il a tout le classique. Voilà, on peut. Donc, le mini HDMI servira à mettre un moniteur externe et il y a aussi une prise pour synchroniser le flash, donc ça aussi c'est top. Voilà, avec on peut tout faire. Donc ensuite on va parler un peu de la taille des fichiers parce que c'est vrai qu'un capteur de 102 mégapixels, et ben, ça fait des fichiers de fou. Donc en fait un fichier JPEG ça fait 50 mégas environ et le RAW il est à 200 mégas environ. Donc 200 mégas environ, là il va falloir comme un PC qui envoie parce que faire du traitement photo sur du 200 mégas, je pense qu'il faudra un PC qui a un processeur qui tient la route, quoi. Je veux dire, là, ça suffira pas. Ceux qui font par exemple ça sur des PC portables gaming, là, ça passera pas. Ou alors ça va passer, mais ça va être très lent. Donc là, il va falloir vraiment tabler sur un PC qui est vraiment en a dans le ventre. Mais bon, après, quand on met 6 000 euros dans l'appareil photo, c'est sûr que normalement, on est censé avoir le moyen de mettre une certaine somme dans le PC. Donc voilà, après c'était comme juste pour vous prévenir. Donc ça veut dire qu'il faudra quand même prendre une carte mémoire qui a beaucoup de mémoire parce que 200 mégas ça peut aller très vite à remplir. Parce que 200 mégas par photo, plus en général on fait du RAW plus JPEG histoire juste de pouvoir visualiser les photos sur le PC. Bon, bah, en tout cas, moi c'est ce que je fais, je sais pas si tout le monde fait ça, mais quand il y a ça, ça va faire vraiment comme les photos assez lourdes donc ça va vite de les remplir parce que si vous faites ça avec 4 photos, ça va faire presque 1 giga si vous enregistrez le RAW et le JPEG avec. Donc 1 giga, donc là je pense qu'il va falloir vraiment tabler sur des cartes mémoire qui ont au moins 128 gigas de stockage, histoire d'en avoir deux, d'avoir au moins 200 photos faisables, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Après aussi pour rebondir sur l'autonomie, parce que là on parle du nombre max de photos, il a annoncé à 400 photos environ, donc c'est déjà quand même pas mal, on va dire, ça reste dans les normes standards de l'hybride, voilà, c'est pas mal. Sachant que les premiers hybrides faisaient 250 photos environ, là 400, voilà, ça reste quelque chose de correct. En plus, vu le capteur qu'il a, c'est quelque chose de très correct. Ensuite, il est tropicalisé, donc il pourra supporter des températures allant de moins 10 à 40 degrés. Donc voilà, ça reste pas mal. Bon, c'est vrai que moins 10, ça peut être limite des fois, parce que c'est vrai que des fois en hiver, il fait beaucoup plus froid que ça. Donc voilà, c'est bien, mais on va dire, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur candidat pour aller traverser le blizzard, quoi. Il a aussi une meilleure stabilisation que son prédécesseur, voilà, que le 100 normal. Donc ça aussi, c'est bien, histoire de, quand on fait des photos mal levées, ça permettra justement d'avoir un peu plus de liberté. Après, un de ses défauts, c'est le mode rafale, il peut faire que 5 images à la seconde. Bon, c'est sûr que c'est pas énorme, mais après un boîtier comme ça, c'est sûr qu'on ne l'achète pas pour de l'action, donc on va dire que c'est pas trop grave. 5 par seconde, ce sera déjà suffisant, on va dire, pour la plupart des utilisations. Il n'y a que vraiment pour les photographes de sport, ça risque d'être limite, mais bon, c'est déjà pas mal pour des photos de cette taille. De toute façon, avec des RAW à 200 mégas, on ne pouvait pas non plus s'attendre qu'ils fassent beaucoup mieux, donc pour moi, c'est quand même déjà quelque chose de pas si mal que ça. Et maintenant, on va venir à un autre mode intéressant, c'est le mode vidéo, parce que je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Alors malheureusement, il y a des choses qui manquent, mais en soi, pour un photographe
qui peut faire quelques vidéos histoire de vendre, ou je sais pas, qui a pas même du mariage, hein, je pense que ça pourrait être utile, parce que justement, je trouve qu'il a quand même des choses intéressantes en vidéo. Alors en interne, il fait du 4:10 4K en 30 fps et jusqu'à 400 mégabits à la seconde. Alors ça, c'est énorme, 400 mégabits à la seconde, parce que vous prenez sur le marché des équivalents, ce sera soit le A7S3, soit le S1H. Voilà, ce sera des prix des appareils de la gamme là qui sont vraiment spécialisés dans la vidéo. Donc pour de base qu'un appareil photo, moi je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que là-dessus ils ont vraiment fait du bon boulot parce que justement plus il y a de mégabits à la seconde, plus il y a de détails. Donc pour moi 400 mégabits à la seconde c'est énorme. Là-dessus ils ont vraiment fait fort et en tout cas moi ça fait partie des caractéristiques que je regarde souvent sur les appareils photo parce que justement ça permet d'avoir vraiment une meilleure netteté d'image. Après, à voir, c'est est-ce que vraiment le UHS2 sera compatible avec, parce que je trouve que 400 mégabits à la seconde, c'est comme énorme, mais en général, les cartes là, elles vont pas jusque cette vitesse d'écriture, et en général, il faut passer par du CF Express pour aller là, donc à voir ce que ça va donner sur le pratique. Et ensuite, en externe, il peut faire du 4:2:12 avec un moniteur externe, voilà, et en plus, en RAW. Donc ça, je trouve ça très bien pour faire du RAW avec un appareil photo qui n'est pas forcément fait pour la vidéo, donc pour moi, justement, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il peut permettre de faire du RAW. Bon, même si maintenant ça devient la norme, on va dire l'Euro de plus en plus permet de le faire avec un moniteur externe ou même en interne comme le Canon R5, mais on va dire je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant pour justement les photographes qui veulent faire de la vidéo, on va dire à un niveau plus professionnel, justement ça permettra peut-être aux photographes qui sont vraiment pure photo de se lancer un peu dans la vidéo un peu en mode un peu plus professionnel et peut-être à comprendre un peu l'étalonnage, le fonctionnement du RAW, c'est quelque chose qui est quand même je pense assez intéressant. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble cet appareil il a quand même beaucoup de bonnes caractéristiques parce qu'en fait il est mauvais nulle part, à part peut-être en rafale, mais voilà, il est bon à peu près partout. Parce qu'en vidéo, pour moi, il est largement suffisant pour faire vraiment même de la fiction parce que on prend le S1H qui est certifié Netflix, il a à peu près les mêmes caractéristiques. Le seul point faible du Fujifilm en vidéo, c'est qu'il ne fait pas de 6K et que la 4K se limite à 30 fps. Mais bon, après, si on ne veut pas faire de ralenti, pour la fiction, encore on va dire le mode ralenti, c'est pas quelque chose qui est franchement indispensable. On peut faire une fiction ou même un clip sans forcément avoir besoin de ralenti. Donc, c'est quand même du bon matériel qui pourra, je pense, convenir à certaines personnes. Donc, c'est pour ça que pour moi, cet appareil pourrait être une sorte d'alternative au Canon R5 pour ceux qui sont plus photographes que vidéastes. Parce que le R5 est très bon en vidéo, mais si de base on fait plus de la photo et la vidéo, on va dire, c'est vraiment comme ça, ou on va dire une sorte de loisir où on n'en vit pas, voilà, c'est vraiment quelque chose en plus. Je pense que cet appareil pourrait plus convenir parce qu'en photo, il sera plus intéressant. Et en vidéo, il vous permettra de faire des choses top, c'est sûr, au détriment de certaines capacités. Mais bon, la 8K, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que tant que ça s'en serve. Et après, faire du ralenti, c'est utile vraiment que dans certaines conditions. Donc, je pense que ce matériel pourrait vraiment convenir à beaucoup de photographes. Après, pour ceux qui ont déjà l'ancienne version, qui l'ont acheté 10 000 euros, c'est sûr que celle-là ne vaut pas le coup. Et je pense que ceux-là doivent être un peu déçus que leur appareil qu'ils ont acheté il y a, je crois, environ un an à peu près, qui a baissé de 4 000 euros pour à peu près la même chose, en plus compact. Donc là-dessus, je pense que Fujifilm aurait peut-être dû faire quelque chose de différent. Parce que je pense que les acheteurs de la première version doivent être un peu déçus de, au final, se retrouver avec un appareil moins cher, qui a les mêmes fonctionnalités, voire des fois des choses un peu meilleures. Donc pour moi, je pense que la pilule doit être dure à avaler pour certaines personnes. Sinon, justement, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet appareil photo. Voilà, si est-ce que justement vous tentez par le moyen format qui devient, on va dire, à peu près accessible. Parce que si on est professionnel, si on enlève la TVA, ça, on va dire, c'est possible de l'acheter. Voilà, c'est pas non plus un achat, on va dire, inaccessible. Ou même si par exemple vous n'êtes pas pro et voilà, vous avez moyen de vous faire plaisir et que le moyen format vous intéresse, je pense que cet appareil peut être justement un bon début pour faire ses premiers pas dans le moyen format. Donc voilà, si vous avez des choses à dire sur cet appareil dans les commentaires, si le moyen format c'est quelque chose que vous utilisez déjà par exemple, dites-le moi aussi, ça peut être intéressant. Et si oui, quelle marque d'appareil photo vous avez. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.